Sur fond de fanatisme islamiste qui a déferlé sur le pays avec la tuerie à Hyper Cacher et à Charlie Hebdo, nous assistons à une recomposition du paysage politique français, avec d'une part la montée de l'extrême droite et d'autre part un durcissement de la gauche. Malgré les appels à l'unité nationale par la marche du 11 janvier, ces extrêmes risquent de durer et ils s'étendent sur l'espace politique européen dans son ensemble. D'un côté, le culte de la nation, le populisme, le refus des autres. De l'autre, la chimère du paradis pour tous, paradis rouge ou paradis vert. Sécuritarisme défensif et promesses flatteuses, il remplace la démocratie par le déni de la réalité, par la régression et par l'isolement, en lieu et place des risques d'une gouvernance qui nécessite responsabilité, solidarité et innovation. Pourquoi ces poussées extrêmes ou extrémistes? La pauvreté ne génère pas automatiquement l'extrémisme. L'austérité s'y ajoutant ne suffit pas non plus. Les religions de tout temps, quant à elles, ont reconnu le besoin des humains de porter le besoin de croire à l'absurde. Elles l'ont accompagné, calmé, mais elles rivalisent aussi entre elles pour l'attiser, l'utiliser, l'instrumentaliser. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les idéologies providentielles ont pris le relais de cette gestion toxique. Mais la modernité sécularisée que nous sommes est la seule civilisation qui sous-estime le rôle des fantasmes consolateurs. En effet, ces fantasmes sont capables de satisfaire ce besoin anthropologique de croire qui rassure les identités fragilisées, avant qu'elles puissent développer des désirs de savoir. Mais les croyances consolatrices peuvent aussi se muer en fanatisme destructeur et dégénérer dans ce mal radical qui décide de la superfluité des vies humaines. Les remèdes? Inlassablement mettre en question, problématiser, élucider les extrémismes de tous bords. Le populisme réactionnaire et le néocommunisme vert-rouge, mais aussi le djihadisme assassin, sont compatibles avec le confort de la com et l'appât de l'argent virtuel. Ils spéculent, resserrent leur réseau et poussent à jouir à mort. Ils ne savent ni s'interroger, ni vivre ensemble en créant des liens. Le seul idéal qui résiste aux engouements des solutions miracles, qui flirtent avec la pulsion et avec la plus pulsionnaire parmi elles, qu'est la pulsion de mort, c'est la patiente, la sobre, la discrète, la passionnée, l'ardente, l'inlassable, l'invisible, l'invincible capacité de penser. On la cherche, comme Diogène cherchait un homme à la bougie. Mais elle est là, en vous. Elle se protège, elle se prépare, elle vous connaît. Elle ne dort pas, elle ne s'endort ni en émotion, ni en indignation, ni en rêve. Face à ce mal radical qu'est la mise à mort d'êtres humains par d'autres qui, dans leur fanatisme, dans leur fantasme, les ont déclarés superflus, il ne suffit pas de renforcer l'arsenal sécuritaire, bien que cela soit primordial et nécessaire, ni d'assurer des emplois pour tous, ce qui est évidemment nécessaire aussi. L'éducation est la priorité. Mais avant d'adapter la pyramide éducative aux situations critiques, il nous faut littéralement refonder la capacité même de penser et d'aimer, qui s'est délitée chez les adolescents et les adultes en situation de véritable désorganisation anthropologique. Avant qu'ils soient capables d'assimiler de nouvelles matières scolaires, une prise en charge psychique s'impose pour reconstruire leur aptitude à réfléchir et à se lier aux autres. N'oublions pas aussi que, dans l'accélération de l'histoire, des techniques et des mœurs, toute solution se transforme en extrême si l'on cesse de la questionner, revisiter et innover. En ce sens, il n'y a pas de solution à l'extrémisme. Et la démocratie succombe aux extrémismes toujours si elle ne devient pas un processus continu de réforme qui ajuste le fragile équilibre entre les aspirations et les contraintes.